Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Alexander Makogonov, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de la Russie, de l'ambassade de Russie à Paris. Emmanuel Macron a appelé hier lors d'un sommet européen à une trêve des bombardements et des attaques de drones en Ukraine, qu'il assimile pour partie d'entre elles à des crimes de guerre. Sur le terrain, des frappes se poursuivaient ce matin. Kiev évoque une soixantaine de missiles russes tirés sur l'ensemble de son territoire avec un bilan de 10 morts. Dans la région de Louhansk, par ailleurs, dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine, les autorités russes locales annoncent la mort de 8 personnes dans des frappes ukrainiennes. Est-ce que Moscou est prêt à une trêve pendant l'hiver comme le réclame Emmanuel Macron ? Mais ça, c'est une très bonne idée. La trêve, cessez-le-feu, l'arrêt total des hostilités, la paix, c'est vraiment tout ça, c'est de très bonnes idées. Mais le problème, c'est que Emmanuel Macron appelle à la paix, à la trêve, mais le régime de Zelensky, alors, qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet ? Rien. Ils proposent rien, ils veulent rien, ils veulent continuer à chérir cet espoir, cette idée de régler ce conflit par la voie militaire. Donc là, comment la Russie peut envisager la trêve sans même une moindre initiative, sans une moindre proposition de la part du régime de Kiev. Quelles sont les conditions posées par la Russie pour qu'une trêve puisse être mise en place ? Mais il n'y a pas de conditions du côté russe. En principe, le président Poutine, le 30 septembre, lorsqu'il était au Kremlin, lors de son allocution au Kremlin, il a incité le régime de Kiev à revenir à la table de négociation. C'était ça l'idée, c'est l'idée principale. La Russie se prononce toujours pour la solution pacifique de ce conflit. Alors Emmanuel Macron a également indiqué vouloir rappeler à ce sujet son homologue russe Vladimir Poutine. Le président français qui appelait lors d'un récent voyage aux États-Unis à donner des garanties de sécurité à la Russie, état qu'il ne fallait pas humilier. C'est une autre déclaration du président de la République. Alexander Makogonov, est-ce que la France peut jouer, selon Moscou, un rôle de médiateur en cas d'ouverture de négociations entre Kiev et Moscou ? Vous savez, pour jouer un rôle d'un médiateur dans le cadre de négociations, il faut d'abord que ces négociations commencent. Et là, justement, peut-être dans ce contexte, la France pourrait jouer un rôle, notamment en incitant Kiev à revenir à la table de négociation et en arrêtant en même temps à fournir les armes en Ukraine pour que le régime de Kiev continue le conflit. La France plus que la Turquie, par exemple, vous semble un médiateur possible ? Vous savez, depuis le début de ce conflit, en février dernier, il y a un certain nombre d'acteurs internationaux qui se proposent en tant que médiateurs. Donc, à un moment donné, c'était Israël même aussi, c'était le Thaïlande, Bahreïn, la Turquie. Bon, il y avait tout un nombre de pays. Mais la question de médiation, c'est pas la question tellement aiguë. C'est plutôt la question de retour à la table de négociation avant tout. Donc là, il faut plutôt parler de ça. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour si vous demandez au régime de Kiev et d'après ce qu'il fait. Alors justement, selon les autorités ukrainiennes, sur un autre sous-dossier de ce conflit, 12 missiles ont touché la ville de Zaporijjia depuis le début de la journée. Une ville qui concentre évidemment l'attention particulière de la communauté internationale. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que des négociations pourraient s'ouvrir prochainement à Moscou avec la IEA en vue de la création d'une zone de protection autour de la centrale nucléaire. Quelles sont là aussi les conditions que vous poserez ? Ce que je peux vous dire, c'est que le contact avec l'AEA continue. Donc là, je ne peux pas vous dévoiler le contenu de ces contacts parce que ça m'échappe. Donc là, je vous avoue, ça se fait à huis clos, en quelque sorte. Mais la condition préalable et la condition principale pour garantir ce périmètre de sécurité, c'est ce que l'Ukraine, le régime de Kiev, doit cesser de bombarder cette centrale presque au quotidien. Donc l'arrêt des frappes ukrainiennes localement. Mais localement ou en général, peu importe. Mais si on parle de la sécurité de cette centrale nucléaire, qui est vitale, non seulement pour l'Ukraine et pour la Russie, mais pour tout le continent européen, parce qu'en cas d'une catastrophe nucléaire, donc vous savez, le nuage radioactif ne connaît pas de limite. Et ce nuage n'a pas besoin d'un visa pour rentrer sur le territoire. Donc là, il faut avant tout que le régime de Kiev cesse de bombarder cette centrale. Vladimir Poutine et son homologue iranien Ibrahim Raïssi se sont rencontrés l'été dernier à l'occasion d'un des rares déplacements du président russe à l'étranger. On évoque la mise en place d'un partenariat stratégique entre les deux capitales, un rapprochement que dénonce Washington, reprochant à Moscou d'offrir à l'Iran, je cite, un niveau sans précédent de soutien militaire et technique. Certains sites spécialisés mettent en avant la possibilité de la livraison d'avions de combat russes Su-35 à la République islamique. Est-ce qu'on peut parler, Alexander Makogonov, d'un partenariat de défense
défense réelle entre Russes et Iraniens, ce qui occupe évidemment notamment Israël. Vous savez, dans le cadre des relations russo-iraniennes, on parle d'un partenariat qui englobe tout un nombre de domaines tout à fait différents. Et donc là, il s'agit de deux États souverains qui développent leurs relations dans des domaines divers et en principe, nous continuons à le faire. Donc, mais la coopération stratégique militaire ne va pas malgré tout beaucoup plus loin que celle qui existait avant la guerre? On ne parle pas de l'alliance, on ne parle pas des choses vraiment qui n'existent pas. C'est la coopération normale. Quel impact ce rapprochement, ce réchauffement avec l'Iran peut-il avoir sur les relations entre Israël et la Russie, justement? Vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste des relations, vous savez, dans la région du Proche-Orient, etc. Mais en tout cas, la Russie, c'est un pays qui maintient les relations de partenariat ou d'amitié avec des partenaires internationaux. Et les relations avec un partenaire, on ne les développe pas au détriment des relations avec des autres. Nous développons les relations, vous savez, sur un pied d'égalité avec nos partenaires, respectant les intérêts les uns des autres. Israël s'intéresse forcément à la relation que les Russes peuvent entretenir avec les Iraniens, qui sont considérés comme la menace stratégique numéro 1. D'où ma question. Ce que je dois vous dire et ce que je dois vous confirmer, la Russie, en développant sa coopération, c'est jamais destiné, ça se développe jamais contre quelqu'un. Vous voyez, donc là, en développant nos relations avec l'Iran, c'est pas du tout contre Israël, destiné à contrer l'Israël en quelque sorte ou voilà, quoi que ce soit. Alors le Sénat américain a adopté hier une loi autorisant 858 milliards de dollars de dépenses militaires, dont 800 millions de dollars supplémentaires en aide à la sécurité pour l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte que la presse américaine a relayé cette semaine l'éventualité de la livraison par Washington de missiles de défense antiaérienne Patriot aux forces ukrainiennes. L'ambassade russe à Washington a mis en garde contre, je cite, les conséquences imprévisibles d'une telle décision. Pourquoi est-ce une ligne rouge de votre côté, Alexander Makogonov? Les conséquences imprévisibles parce qu'il s'agit de nouvelles livraisons d'armes, les armes qui permettent au régime de Zelensky, au régime de Kiev, de continuer ce combat acharné de bombarder les villes russes, parce que vous savez, très souvent, les armements qui arrivent en Ukraine, dans les mains et qui tombent dans les mains du régime de Kiev, ils ne servent pas du tout à se défendre contre le soi-disant agression russe, mais ils servent justement à bombarder les villes paisibles des régions du Donbass, des régions du Sud, Kherson, Zaporijie, et de tuer des civils. Et vous savez, si les partenaires internationaux de l'Ukraine, les amis de l'Ukraine, continuent à fournir les armes et surtout à longue portée qui permettent aux Ukrainiens de bombarder vraiment les territoires russes, disons dans sa profondeur. Mais bon, ça, bien sûr, ça ne provoque que l'escalade. Qu'est-ce que ça voudrait dire, des conséquences imprévisibles? Qu'est-ce que vous mettez derrière ces... Parce que c'est une très bonne question. Comment les troupes ukrainiennes vont utiliser, par exemple, ces nouveaux armements? Dans quel sens, pour quels objectifs? Donc là, si ça, pour continuer à bombarder les civils, une chose, si ça pour attaquer le territoire russe, autre chose. Donc là... attaquer le territoire russe, c'est une nouvelle, ça serait une nouvelle ligne rouge. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Mais les Ukrainiens, ils font ça déjà depuis des mois, donc en utilisant les drones, en utilisant les attentats terroristes, les actes de sabotage, etc. Il n'y a rien de nouveau. Mais bon, vous voyez, si on parle de l'escalade, c'est toujours quelque chose d'imprévisible. Je voudrais qu'on termine cet entretien avec un sujet évidemment particulièrement important pour nos auditeurs, la situation des Juifs en Russie. Ils étaient environ 165 000 avant la guerre. Depuis février dernier, au moins 32 000 ont quitté le pays pour rejoindre Israël dans le cadre de l'Alia. Hier, l'ancien grand rabbin de Moscou, démissionnaire cet été, a déclaré que la Russie de Poutine, je cite, revenait à l'Union soviétique en termes d'antisémitisme. C'est pas une petite déclaration. Est-ce que l'avenir des Juifs en Russie, Alexander Makogonov, est remis en cause aujourd'hui, alors que Vladimir Poutine était présenté depuis son arrivée au pouvoir comme plutôt un protecteur et quelqu'un qui a permis le développement de la communauté juive russe? Ce genre de déclaration porte, vous savez, un caractère plutôt provocateur parce que en Russie, ce phénomène d'antisémitisme, c'est pas quelque chose qui inquiète, parce que les Juifs en Russie, c'est comme les représentants d'autres ethnies ou d'autres religions. Ils ont les mêmes droits, ils ont toute possibilité pour leur culte, pour leur culture, pour développer
pour la vie normale, etc. Ils sont pas discriminés. Donc là, ces déclarations, c'est pour provoquer la réaction. La guerre n'a pas aggravé leurs conditions. La guerre n'a pas aggravé leurs conditions sur place. Mais pas du tout. Vous savez, les gens qui quittent la Russie à cause de la guerre, entre guillemets, comme vous dites, mais c'est des gens qui sont guidés soit par leurs émotions, soit des gens qui ne sont pas d'accord, c'est normal. Nous sommes dans la société avec des gens, des êtres humains qui ont chacun leur avis. Donc là, si les gens quittent la Russie, c'est leur propre choix. Peut-être ils vont revenir, on ne sait jamais, parce que vous savez, il y a des milliers, on parle des milliers de Russes qui quittent la Russie, mais il y a en même temps des milliers de Russes qui reviennent. Donc là, c'est tout à fait un phénomène humain et normal. Alexander Markogonov, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris. On peut réécouter votre entretien en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous. Merci.